Bonsoir et bienvenue dans le temps additionnel de Téléclub. On dispute ce week-end la 20e journée de Super League. Et 2 matchs étaient à l'affiche de cette soirée. Vous reverrez les moments clés du derby de la Limmat entre Zurich et Grasshopper. Et puis également ceux de la rencontre entre le FC Bâle qui accueillait Saint-Gall. Le plaisir d'être accompagné par notre consultant. Bonsoir Claude Riff. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de vous résumer ce samedi soir de football suisse, retour sur l'actualité brûlante de la semaine puisque Michel De Castel n'est plus l'entraîneur de Neuchâtel Xamax. Mardi, Christian Bingli a pris la décision de se séparer de son coach sur le banc depuis 2015. De Castel restera celui qui a fait revenir les Rouges et Noirs dans l'élite. Le président s'était pourtant juré de ne jamais s'en séparer. Loïc Refait. 21 mai 2018, Xamax retrouve l'élite. Le président Bingli est au sommet de la vague. La veille, dans le matin dimanche, il affirme ne jamais vouloir se séparer de Michel De Castel. Il y a à peine une semaine, dans les colonnes d'Arc Info, il indique une nouvelle fois vouloir garder son entraîneur. Mais alors, pourquoi déroger à ce principe? Et surtout, le timing intrigue. Pourquoi attendre une défaite logique à IB alors que la pause hivernale aurait été propice au changement? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous reportez toujours les décisions. Pour moi, je peux vous dire, quand j'ai dû lui parler, j'ai tremblé. Et j'avais la glotte qui tremblait. Et je pense que lui aussi. Il fallait que je fasse quelque chose pour tenter quelque chose, pour amener quelque chose de nouveau, pour un peu secouer le cocotier, pour changer des habitudes. Et puis, c'est vrai, c'est pas le cœur qui a parlé, c'est peut-être la raison. Et aujourd'hui, j'ai cette tristesse de me séparer de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, je me dis, peut-être ce sacrifice va faire qu'on va s'en sortir en Super League. À l'aube de la 20e journée, Xamax ne compte que 4 points de retard sur Getse. Tout reste possible et le président Bingli veut un électrochoc. C'est pourtant un homme de la maison, Stéphane Anchaud, assistant de Castel depuis 3 ans, qui aura la tâche de remobiliser les troupes. Je dois arriver à leur redonner confiance, à les mettre dans un schéma tactique aussi, où ils se sentent en confiance, où ils se sentent à l'aise, à solidifier cette équipe. Si dans la balance, on doit sacrifier un petit peu le beau jeu de Xamax pour arriver à être solide et gratter des résultats, gratter des points partout, tous les dimanches, s'il faut faire ça, c'est ce qu'on va faire. Ce changement d'entraîneur marque la fin d'un cycle à Xamax et le début d'une nouvelle ère. La direction compte restructurer le club en profondeur. On a le sentiment d'avoir grandi trop vite depuis le renouveau du club en 2012. Moi, j'aimerais avoir une cellule de scouting, j'aimerais avoir une commission sportive sur laquelle on puisse se reposer dans les décisions, avoir un directeur sportif, rajeunir l'équipe, être un peu aussi un club formateur. Je pense que ce qu'on voit du FC Thun, c'est le bel exemple et surtout qu'on apprenne à aller chercher des joueurs en Suisse au lieu d'aller chercher à l'étranger en pensant qu'on a toujours meilleur à l'étranger. D'ailleurs, côté Mercato, la venue d'un défenseur central ne se fera pas, faute d'avoir trouvé un joueur en forme, abordable et significativement meilleur. A noter également que le club mise sur la création d'une équipe moins de 21, réservoir nécessaire pour assurer la relève au plus haut niveau. Christian Bingli qui souhaitait donc tout tenter pour essayer de donner le déclic à son équipe. Claude, qu'en pensez-vous? La question est difficile, la réponse également. Il faut être, je pense, à l'intérieur de Neuchâtel Xamax, à l'intérieur du vestiaire pour savoir si c'était nécessaire de faire une chose comme ça. Il faut déjà féliciter Michel De Castel qui a fait un truc assez extraordinaire, qui a redonné les lettres de noblesse à cette équipe avec le jeu. Il a toujours gardé son sang-froid et son expérience, donc ça c'est extraordinaire. On sait bien que les choses, elles finissent toujours mal. Vous pensez qu'on le retrouvera sur un autre banc? Oui, on le retrouvera sur un autre banc. Mais je vais prendre l'exemple, ça fait 18 mois que je suis avec vous sur Téléclub. Il y a eu 10 équipes de Super League, plus une autre, la néo-promue, ça fait 11 équipes. 10 changements d'entraîneur. Un normal avec Young Boys, et c'est Seoane qui a pris. Et autrement, c'est 9 changements, plus encore des changements pendant la période. Donc, il n'y a qu'un entraîneur qui est resté depuis 18 mois, c'est Marc Schneider au FC Thun. Autrement, il n'y a que des changements. Donc, on peut chaque fois les commenter. Moi, je suis formateur de joueurs, aussi un peu d'entraîneur. Donc, j'aide les entraîneurs, j'aide les joueurs. Ça me désole, cette situation, parce qu'il n'y a peut-être pas quand même à changer le 10 clubs sur 11, à changer chaque fois l'entraîneur en 18 mois. Parce qu'effectivement, on parle toujours du FC Thun,
Mais qui imite véritablement le FC Thun? Qui fait comme le FC Thun avait donné les clés à un jeune entraîneur, d'avoir un directeur sportif, d'avoir des moins de 16, 18, 21 et de savoir où on en est et travailler avec les gens. Donc il ne faut pas parler qu'on veut faire comme le FC Thun, il faut le faire. Dans le déclic de donner l'équipe à l'assistant de Michel de Castel, Stéphane Anchaud, qui a été formé par Michel de Castel, on imaginait pour un déclic faire venir peut-être quelqu'un de l'extérieur, ça aussi, ça vous surprend? Ça me surprend, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a l'avantage en fait que Stéphane Anchaud connaît très bien l'équipe. Et peut-être que demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose de différent ou pas du tout différent. Il va avoir un autre discours. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un choc psychologique. De nouveau, un entraîneur qui a besoin peut-être d'un mois ou de 2 mois. Non, il fallait quelqu'un d'immédiat. Alors maintenant, j'espère que les choses sont bien passées entre Michel de Castel et Stéphane Anchaud, ce que je ne doute pas. Ça, c'est déjà aussi la première des choses. Et puis après, voilà, le président a dû quand même s'apercevoir que Stéphane Anchaud était crédible dans le poste d'entraîneur principal de Neuchâtel Xamax. On peut l'espérer. Et donc, de ce côté-là, voilà, c'est une piste, c'est une manière de faire. Pourquoi pas? Un Neuchâtel Xamax qui sera de toute évidence pas complètement remanié demain. On va quand même aller d'une certaine manière sur la continuité. C'est ça, exactement. Et puis voilà, et quand même avec les difficultés de trouver ce défenseur central, de mettre un défenseur central qui a joué à Young Boys, qui n'a pas fait le camp d'entraînement 15 jours auparavant. Donc on voit bien la difficulté et que, en fait, on arrive toujours au même principe, c'est que le recrutement du printemps et d'avoir les bons joueurs vous facilite la vie pendant les 10 prochains mois. Et donc, j'ai des fois de la peine à comprendre comment on peut sous-estimer le scouting et le fait de recruter les bons joueurs qui vous apportent la sérénité, la stabilité, comme le FC Thun le fait très bien, encore une fois, même des joueurs de Challenge League, mais c'est un équilibre. Et puis voilà, ils vivent bien, ils sont très bien placés au classement, ils vont jouer le match au sommet contre Young Boys, qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, c'est que souvent, pour être tranquille pendant 10 mois, soyez très fort dans le recrutement, parce qu'un entraîneur, une fois qu'il a les bons joueurs, c'est aussi un bon entraîneur. Une leçon à retenir, évidemment. Claude, le redressement et le sauvetage de Xamax, sincèrement, vous y croyez? Oui, j'y crois. Quand je vois Grasshoppers comme il joue, déjà la première des choses. Donc je pense que les barrages sont accessibles. Maintenant, Lugano, il faudra voir aussi la réaction de Lugano. Et puis c'est surtout à un moment donné la confiance. On se rappelle l'année passée quand même que Lausanne tout d'un coup a explosé totalement. Et donc c'était tout à fait inattendu cette relégation du Lausanne Sport. Donc il peut y avoir des choses qui se passent et qu'à un moment donné un groupe peut exploser négativement ou positivement. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc je pense qu'à mi-mars, on aura déjà plus de réponses. Et dès demain, même avec cette réception de Lucerne à la Maladière, on aura l'occasion évidemment d'en reparler largement dans l'avant-match. Ce soir, ces deux équipes qui avaient parfaitement négocié la reprise, qui se retrouvaient au Parc Saint-Jacques. Bâle, qui s'était défait de Grasshopper dimanche, avait rendez-vous avec Saint-Gall, auréolé de sa victoire contre Zurich. Et il faut dire que le FC Bâle a vécu un début de match assez étonnant devant un COP vide. Les supporters, pas d'accord avec l'investissement du club dans un club indien, l'ont fait savoir. Avec des banderoles, ils ont quitté le stade et sont restés dehors pour toute la première période en disant que c'était encore un faux pas et que du coup, ils ne suivraient pas cette première mi-temps. Et puis c'est à la 9e minute que les Balois vont se montrer une première fois dangereux sur un ballon de Petretta qui parvient à Tsoufi. Saint-Gall peut remercier ici son portier Stojanovic pour cet arrêt réflexe. 21e minute de jeu, Monsieur Schneider siffle un penalty en faveur du FC Bâle pour cette faute d'Efti sur Kevin Bua dans les 16 mètres. Penalty que l'attaquant néerlandais Ricky van Wolfswinkel va tenter de transformer, mais c'était sans compter sur Stojanovic, une nouvelle fois, qui dit non et qui permet à son équipe de rester donc sur ce 0-0. Le FC Bâle malchanceux, une nouvelle fois, en fin de première période, 37e minute de jeu précisément. C'est Luca Tsoufi à nouveau qui va trouver cette fois-ci le montant saint-gallois. Pas grand-chose à signaler en deuxième période. Il a fallu attendre très tard dans cette partie pour voir un premier but. 86e minute, c'est Bakayoko qui, dès le milieu de terrain, fait tout seul et qui marque ce but. Et Claude, à ce moment-là, on se dit Saint-Gall va l'emporter alors qu'il ne s'était pas procuré d'occasion jusque-là. Oui, effectivement, c'était très très flatteur pour Saint-Gall. Mais tout de même, on sait qu'à Bâle, devant leur COP, c'était pas terminé.
Le COP, effectivement, qui était donc de retour pour la deuxième période. Les supporters qui ont poussé leur équipe, qui s'est procuré cet excellent coup franc très dangereux, 91e. Et c'est Samuel Campo qui, dans les arrêts de jeu, signe l'égalisation. Oui, sa patte magique qui avait fait tellement de bien au Lausanne Sport il y a quelques mois. Et quand j'ai vu ce coup franc à la 91e et Samuel Campo s'est lancé, ça c'est déjà plus que la moitié d'un but. On va l'écouter justement, Samuel Campo, à l'issue de cette rencontre, au micro de notre commentateur Stéphane Amoroso. Samuel Campo, quelle fin de match complètement folle face à Saint-Gall avec votre but, un but qui vous permet de gagner un point. Oui, c'était un match fou, ça c'est vrai, mais à la fin on n'est pas content parce qu'on pouvait décider le match avant avec le penalty, avec beaucoup d'occasions qu'on avait. Et à la fin, ouais, on doit prendre ce point et continuer. Justement, vous le dites, vous auriez dû gagner au vu de la première mi-temps. Comment on explique ces ratés inhabituels pour le FC Bâle? Ouais, des fois c'est comme ça. Le penalty, ça peut toujours, on peut toujours rater un penalty, c'est pas le problème. Après, on a beaucoup d'occasions, on n'avait pas la chance que le ballon il entre. Et après, ouais, si on reçoit ce but dans la deuxième mi-temps, c'était très difficile de revenir. Et à la fin, vu les conditions qu'on avait, c'est bien le point. Merci beaucoup. Claude, au vu de la physionomie de ce match, c'est quoi, Saint-Gall qui gagne un point et Bâle qui en perd deux? Écoutez, la physionomie du match, on avait un autre match à regarder, donc j'avais un demi-œil sur ce match. Visiblement, ce qu'on a vu, effectivement, Saint-Gall. Mais Saint-Gall dans l'état d'esprit, avec les joueurs offensifs que Peter Seidler a mis et leur façon de jouer, ils n'ont pas volé le point. Bon, point dans l'escarcelle du FC Bâle, ça fait évidemment les affaires de Young Boys qui prend encore un peu plus de distance désormais sur cette deuxième place. Saint-Gall avec des nouveaux visages qui fonctionnent bien et donc voilà pour cette rencontre. On va écouter encore, me dit-on dans l'oreillette, une réaction côté Saint-Gallois, c'est celle du buteur Bakayoko. Axel Bakayoko, vous êtes un petit peu passé par tous les états d'âme dans cette partie, surtout à la fin où vous marquez votre premier but en Suisse et puis finalement ce coup franc de balle vous fait perdre 3 points finalement. Ouais, forcément on est un peu déçu de s'avoir fait rattraper à la fin du match. Mais bon, on va retenir que le positif sur ce match, la belle prestation de l'équipe et voilà, mais juste un peu déçu pour le dernier but pris à la fin. Est-ce qu'on peut dire quand même que sur l'ensemble de la partie, ce point pour Saint-Gall, c'est le maximum quelque part que vous pouviez attendre parce qu'avec la première mi-temps, vous vous en tirez très très bien? Oui, c'est vrai, on s'en tire très très bien parce que après on le savait, on s'attendait parce qu'on sait que Bâle c'est une très très bonne équipe. Et bon, je pense qu'on s'en tire bien comme avec le match nul, même si ça fait mal de se prendre un but à la dernière minute. En tout cas, on a vu, même après cette première mi-temps, que vous êtes restés très soudés sur le terrain et on l'a vu, ça a payé finalement à la fin. Oui, c'est ça, on va dire qui fait notre force aujourd'hui. Pardon. On est tous unis, tout le monde lâche rien, tout le monde se bat pour l'un pour l'autre et c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà pour cette rencontre. Et puis dans la deuxième de la soirée, c'est le troisième derby de la Limat qui se tenait ce soir au Letzigrund. Et on va rentrer dans cette partie dès la 7e minute puisque le FC Zurich a rapidement mis le feu aux poudres sur un corner botté par Kololi. C'est Karabatse qui, laissé seul, peut mettre la tête pour le 1-0, Claude. Qui a fait un très très bon match, ce jeune joueur géorgien que l'on découvre, qui se trouve effectivement très seul. Mais regardez, le coup de tête est imparable, ces ballons qui frappent la ligne, bien joué. Au quart d'heure de jeu, chance pour Grasshopper avec Ngoy qui fait le bon travail pour se défaire de Nef. Voilà, on parlait des centimètres, et regardez cette fois, les centimètres sont pour le FC Zurich, et ils le seront encore pour le troisième but. Dans cette première période, Zurich n'a plus rien montré. Et puis, monsieur Jacotet va siffler pénalty à la 37e minute avec cette main à bout portant sur Karabatse. On en a déjà parlé. Effectivement, pour moi, ça ne nécessite pas un pénalty, mais c'est toute une discussion de fond. Regardez le joueur à 1 mètre, il reçoit le ballon. Il n'y a même pas un bras qui va en direction du ballon. Quoi qu'il en soit, c'est pénalty et il sera transformé par Holzhauser pour l'égalisation dans cette première période. On va découvrir encore un arrêt réflexe de Brecher sur Cvetkovic après un coup franc. Un très bel arrêt du gardien. Il y a eu encore une ou deux situations très très chaudes. C'est la meilleure période, le 30 à 45e. C'était une très très grosse période pour Grasshoppers qui aurait pu mener 2-1.
et prendre un avantage psychologique. Il y avait de toute façon cet avantage psychologique à la mi-temps qui n'a pas été utilisé. Et effectivement, Thorsten Fink l'a annoncé. On va spéculer sur les contre-attaques, on va spéculer sur les fautes de technique du FC Zurich. Voilà ce qui était dit en conférence de presse avant le match. Alors donc c'est déjà assez surprenant. Et puis effectivement, à la mi-temps, il a dû répéter ça parce que les joueurs ont été de nouveau très très bas, ont été beaucoup plus spectateurs, passifs, alors qu'ils étaient actifs et qu'ils avaient pris l'avantage. Là, j'ai eu de la peine un peu à comprendre l'attitude de l'équipe. Effectivement, Getse qui s'est éteint, puisque de retour des vestiaires, c'est le FC Zurich qui va se mettre en évidence à la 49e minute, à la passe en retrait d'Adrian Winter pour Karabatze, décidément, partout qui retouche encore une fois la transversale. Oui, puis c'est marrant de voyez ce centre en rétro et tout le monde en train de crier, Winter aussi. Puis pour finir, c'est l'arrière latéral gauche qui vient. Magnifique frappe. 56e, Djibril Diani va pouvoir sortir un ballon très dangereux alors que Marquezano n'était pas hors jeu. Voilà, ça c'était des immenses possibilités. Et là, naturellement, il y avait de quoi faire, il y avait de quoi conclure. Mais Zurich a pris l'ascendant. C'est justement ce genre d'action qui mettent le doute dans la défense. Regardez, ils sont complètement battus. Là, Marquezano ne fait vraiment pas un bon centre. La seule action en faveur des sauterelles, on la découvre à l'heure de jeu. C'est Ngoy qui peut prendre Nef de vitesse. Malheureusement, c'est pas cadré. Non, c'est pas cadré. C'est visiblement sur son mauvais pied. C'est dommage parce que c'était bien joué. C'était une possibilité de 2-1. Ça démontre aussi un peu la faiblesse de Grasshoppers du point de vue offensif. Occasion pour les hommes de Ludovic Magnin à la 71e sur une longue touche. Finalement, Schönblechler peut tenter. Et c'est l'arrêt réflexe d'Aline Muller. Voilà. Beaucoup de présence, regardez, beaucoup de joueurs. Là, le FC Zurich, le mérite leur revient. Hein. Ils ont tout d'un coup fait la différence. Ils ont forcé leur destin. Et le mérite leur revient. Et on revoit donc ces deux buts. Le premier à la 80e avec le duo de défenseurs. Maxeux sur le centre de Nef. Un rebond, tout le monde se regarde. Quand les défenseurs de Grasshoppers se regardent, c'était à toi, c'était à moi. Voilà, c'est toujours l'éternelle question. C'est étonnant tout de même de voir un défenseur face au gardien de but tout seul. Et 5 minutes plus tard seulement, c'est à nouveau Winter qui va mettre en retrait. Schönbechler pour la talonnade et Don Johnny à la finition. Et là, on sentait que, de toute façon, c'était un résultat logique. On ne voyait pas Grasshoppers se revenir. Le 3-1 fait du bien à cette équipe qui, on le rappelle, affronte une très grande équipe d'Europe dans 5 jours. Et donc, c'était l'idéal. S'il fallait un petit peu de chance à un moment donné, c'était maintenant pour bien préparer Napoli, pour faire bonne figure. Parce que ce sont des matchs de gala pour ces joueurs-là qui ne sont peut-être pas toujours tous internationaux, qui n'auront pas nécessairement 50 matchs européens. Mais là, recevoir Napoli, c'est quand même quelque chose. Ouais, ça va être la grande fête du football suisse au Letzigrund. Est-ce qu'on s'attend à voir la même équipe, à votre avis ? Difficile à dire. Il y avait quand même Khelaifi, Schönbechler sur le banc. Défensivement, je pense qu'il ne va pas tellement bouger. Est-ce que Khelaifi ou Schönbechler vont jouer un rôle ? C'est pas impossible. Calendrier compliqué pour Zurich, on le disait en avant-match, qui dispute un match tous les 3 jours. Sacrée cadence. Alors, c'est des professionnels, évidemment, mais en jeu reste la coupe, les 16e de finale. Vous le verrez demain dans l'heure de jeu que le président y croit, espère tirer un club anglais en 8e de finale. Et puis, le championnat où le FC Zurich a des grandes ambitions, d'être en tout cas sur le podium. Ludovic Magnin va rien lâcher. Non, il ne va rien lâcher. On le connaît. Hein. On ne l'a pas beaucoup vu puisqu'il était en tribune cette fois. On le retrouvera avec plaisir jeudi prochain. Mais pour le FC Zurich, voilà, des fois, l'accumulation des matchs, ce n'est pas toujours négatif. Si vous n'avez pas de blessés, si vous n'avez pas de problèmes. Mais quelquefois, de jouer tous les 3 ou 4 jours, c'est aussi un rythme que le joueur professionnel est habitué. La différence tout de même, c'est que c'est à la suite de la pause hivernale. Les joueurs ne sont pas tout à fait dans la forme optimale non plus. Alors espérons que les blessures ne vont pas tout d'un coup, parce qu'il y aura les blessures de conditions physiques, de jeu, de stress aussi également. Est-ce que les joueurs sont bien prêts ? J'espère qu'ils ont fait une bonne préparation hivernale. On le verra. Après le coup de sifflet final, Vincent Rigolet a recueilli les impressions d'Antonio Marquezano, côté du FC Zurich. Antonio Marquezano, il y a la victoire au bout, mais après l'ouverture du score, vous les laissez revenir dans le match, vous êtes fait un peu peur quand même. Oui, le match, c'était pas facile aujourd'hui. Je pense que Getse,
Aujourd'hui, il a bien joué. Je pense qu'on était mieux sur le terrain les premières 20 minutes. Après, il était mieux jusqu'à la pause. Deuxième mi-temps, il était 50-50 et je pense à la fin, avec notre qualité, on a mérité de gagner ce match. Tout de suite maintenant, il y a Naples devant vous. Faut se servir de ce que vous avez fait dans la fin de match pour faire quelque chose face à cette grosse équipe. Oui, c'est sûr, gagner en derby, c'est toujours bien pour la tête, pour la mentalité, pour l'équipe. Alors, on doit dire aussi que contre Napoli, tu n'as pas besoin d'autres motivations, ça vient toute seule. C'est un match vraiment beau à jouer. Vraiment, j'attends que jeudi pour jouer ce match-là. Et du côté de Grasshopper, Vincent Rigolet a tendu son micro au nouveau venu qui disputait son premier match alors qu'il faisait son retour sous le maillot des Sauterelles. C'est Yorick Ravet. Yorick Ravet, on imagine que vous auriez voulu un tout autre dénouement pour votre retour en Suisse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? Ouais, c'est sûr. Les 10 dernières minutes, je vais dire, parce qu'on prend 2 buts dans les 10 dernières minutes. Mais après, je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. La première mi-temps, on était clairement meilleur qu'eux. Je pense qu'on méritait de mener à la mi-temps. Je pense qu'ils méritent peut-être un carton rouge aussi à un moment donné. Donc, ouais, c'est pas une soirée facile, mais on doit se servir pour la suite du championnat de cette défaite. Repartir de l'avant, on a comme j'ai dit à vos collègues, on a une équipe très jeune. Donc on a besoin d'apprendre, mais dans notre situation, on n'a pas trop le temps d'apprendre. Donc il faut vite mettre les têtes à l'endroit et puis repartir dès la semaine prochaine contre Neuchâtel. Justement, ce sera une de vos missions quand même, d'apporter cette expérience rapidement à ce groupe? Bien sûr, je suis venu là pour ça. Après, je ne suis pas venu en sauveur, je suis venu pour aider l'équipe. Donc j'y arriverai pas tout seul, j'ai besoin de tout le monde. Donc voilà, non, c'est sûr qu'on va avoir besoin de tout le monde, des jeunes, d'un peu plus anciens. Mais ouais, comme j'ai dit, il faut rester positif surtout. Et regarder vers avant. Maintenant, le match il est passé. Il faut se concentrer sur le prochain match qui est Neuchâtel et qui est très important. Yorick Ravet, sur lequel Thorsten Fink compte évidemment pour apporter son expérience et son sens du but. Le prochain match, Claude, Yorick Ravet en a parlé, c'est celui face à Neuchâtel. Ce sera clairement pour les deux équipes un match à 6 points. Oui, ce sera un match à 6 points. Laissons déjà jouer le match de Neuchâtel-Xamax contre Lucerne, mais ça sera effectivement une première confrontation. C'est poser les jalons, c'est créer la confiance, parce qu'on entend tous les entraîneurs, il nous manque de confiance, on est à la recherche de la confiance, ou on est en pleine confiance. Ça, on le sent du côté de Thun ou de Young Boys, par exemple. Et donc, effectivement, il y a des matchs charnières tout d'un coup qui vous transforment un peu l'équipe, qui vous transforment les joueurs, qui vous amènent cette énergie. Et là, il y aura des échéances de ce style, notamment pour Neuchâtel-Xamax, demain et contre Grasshopper. Et heureusement, Grasshopper, en tout cas heureusement pour Neuchâtel-Xamax, Grasshopper n'a pas acquis forcément la confiance nécessaire dans cette rencontre de ce soir. Je vous en parlais tout à l'heure. Demain, dans l'heure de jeu, nous vous diffuserons un long entretien réalisé avec Angelo Canepa, le président du club du FC Zurich depuis désormais bientôt 13 ans. Son amour pour le club, ses ambitions, les 16e de finale d'Europa League. Ce seront autant de thèmes évoqués à cette occasion. Et puis également à la présence des Romans à Zurich. On découvre un extrait de cette interview. Ich habe nur gute Erinnerungen, wirklich sehr, sehr gute Erinnerungen an die Trainer aus der Romandie. Ich denke wirklich, dass das eine Erfolgsposition ist, so die Lebenseinstellung der Romandie. Und dann hier in Zürich ein bisschen mehr, alles ein bisschen Seriosität und so. Und das miteinander kombinieren ist einfach ein Erfolgsprinzip. Aber auch viele Spieler, die wir aus Genf, aus Neuburg geholt haben, die haben wirklich auch ein bisschen diesen FCZ-Fußball geprägt. Wir wollen ja attraktiv, offensiven Fußball bieten. Und da braucht man die entsprechenden Spieler dazu. Und das war bis anhin immer eine sehr, sehr gute Kombination. Und an dem arbeiten wir auch weiterhin. Also ist für mich schon ein wichtiges Thema. Ja. Voilà pour les deux matchs de Super League de la soirée et pour ce petit extrait de l'interview de demain. Donc on va récapituler ensemble les résultats de ces deux parties avec donc la victoire du FC Zurich ce soir dans le derby de la Limat 3-1. Bâle et Saint-Gall se sont séparés sur le score de 1-1. Une attention toute particulière à rapporter demain évidemment sur la Maladière où Stéphane Anchaud dirigera son premier match sur le banc de Xamax qui reçoit
Lucerne. Sion dispute enfin son premier match de l'année devant son public face à Lugano. Et puis le choc de haut de classement aura lieu à Thun entre les deux formations bernoises. Un coup d'œil au classement avec Young Boys qui, dès demain, peut prendre une avance de 21 points sur Bâle. Thun est toujours troisième. En attendant le match de demain, 3 points les séparent du FC Bâle. Ils peuvent revenir encore plus, titiller le deuxième. Et puis en fond de classement, Grasshopper reste à 17 points, tandis que le FC Zurich est repassé devant Saint-Gall. On joue également ce week-end la 20e journée de Brac.ch Challenge League. Hier, en ouverture, le Lausanne Sport a arraché le match nul à Vaduz, 2-2. Victoire encore une de Haro contre Rapperswil sur le score de 2-1. Haro qui reste désormais invaincu depuis le 20 octobre dernier. Ça fait quand même une 8e victoire en 9 matchs donc. Cet après-midi également, Kriens s'est défait de Winterthur et puis demain, Servette fera le déplacement compliqué sur la pelouse de Chiasso, tandis que Ville recevra Schaffhouse. Un petit coup d'œil au classement pour voir que Servette a désormais 9 points d'avance sur le Lausanne Sport. Il y avait cette rencontre encore en retard à disputer. Claude, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour le Lausanne Sport. Pour la première place, ça commence à devenir compliqué, même si encore 6 points, c'est-à-dire de 2 confrontations contre Servette. C'est un peu là-dessus que je pense le Lausanne Sport. Mais il faut déjà régler le championnat comme il se présente. Attention à Aarau, qui a 2 points du Lausanne avec un match de plus. Il y aura aussi 6 points. Il y aura aussi 2 confrontations contre Aarau. Et là, eux, ils ont le vent en poupe. Remontée fulgurante, effectivement. On se donne rendez-vous demain dès 15h30, Claude. Avec plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique et de la rédaction de Téléclub. Demain, le match, ce sera évidemment Xamax-Lucerne. Voilà, vous avez le programme. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée, à vous remercier d'avoir été des nôtres ce soir dans ce temps additionnel. Belle soirée, à demain. Salut.